Bonjour à tous. Bonjour. Amen. Nous revoilà avec Sébastien Brunet, champion, vice-champion, Toujours vice-champion. route 2022, Vice-champion en et même temps. Jean-Charles Matet, spécialiste de l'arrosage de pelouse en Turquie. Oui, c'est pas pareil qu'en France. Hein. Ouais. C'est pour ça. Et Ça donc, tombe bien, on va parler de jardin. Voilà, on va Donc, parler de jardin et on va parler de lézards avec une nouvelle guide du routard, 4e vidéo il me semble, Ou 8e. ou 16e, dédiée donc non pas aux règles du culte du lézard, si elles sont disponibles, parce qu'il n'a pas toutes les factions non plus. Ça, il a les arts. D'accord, on va vous mettre le lien en description vers les règles de Jean-Michel Fatgame, Jean-Michel Fatgame. De toute façon, s'il n'y avait pas, il va les refaire pour nous. Bah oui, et donc Sébastien, le grand prêtre de le pape de route. On dit le pape de route. C'est le champion titre, intersidéral, va nous donner des conseils stratégiques sur cette faction. Comme on dit, Sans transition. sans transition, je me tais. Alors, Ça fait du bien. est-ce que vous avez déjà joué avec les lézards? Oui. Tu aimes bien les lézards? Ouais. Et toi, tu aimes bien les lézards, tu n'as jamais joué avec les lézards, tu passerais. C'est la faction casino, c'est ça? Tu aimes bien les... Ah non, moi j'aime bien, c'est celle de la plus thématique où tu peux dire à la bar pendant la partie et tout, c'est trop drôle. Ouais, j'aime bien. La faction est rigolote. C'est souvent une faction un peu adorée par les fans, mais c'est la faction la plus nulle du jeu par contre. Je suis pas d'accord. C'est une des plus nulles. Parce que tu sais pas jouer avec. C'est une des plus faibles. Mais ça n'empêche pas de bien s'amuser avec. Et puis c'est une faction qui peut gagner. Toutes les factions peuvent gagner. Hein, ça, on va pas dire le contraire. Ah, sur un pile face, hein. Et donc c'est la faction qui a ce thème religieux où, au nom du grand dragon qui a créé l'univers de route. Donc toi, tu as lu le lore. Ouais, Tu non peux mais nous raconter. alors Bah oui. c'est pas dans c'est pas C'est dans- quand, c'est pas dans- la partie de jeu de rôle? Bah Bientôt. c'est bientôt en 2027. Ce sera filmé et tout. Il nous a dit en live. Sur Twitch. Sur Twitch. Sur Twitch, mais il faut nous donner beaucoup d'argent sur Critical Role n'a qu'à bien se tenir. voilà, il faut donner beaucoup d'argent pour les costumes. Il y aura une adaptation Vox, Legend of Vox, Machina. Jean Carlita. Ouais, Route ça. Machina. Route Machina. Ça va être bien ça. Ça va être bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette faction qui, finalement, faction religieuse, qui va convertir les autres au culte du dragon, créer des jardins qui ne sont que paix et amour, Bah voilà, bah t'as tout résumé. Voilà. et jouer au casino? Fin de la vidéo. À Alors, bientôt. une faction qui a quelques points forts quand même. On peut les lister. Elle est jaune. Elle est jaune si on aime bien le jaune, sinon c'est pas un point fort. C'est des lézards si on aime bien les lézards, sinon c'est pas un point fort non plus. Dans les points forts, il y a le recrutement flexible. Donc en révélant des cartes de sa main, on fait des actions, et notamment des actions de recrutement, qui nous permet, En vrai, même si on ne contrôle pas, de recruter un peu n'importe où sur le plateau. Il recrute pas, il ramène des disciples à sa cause. Oui, bien sûr, il mobilise sur place la ferveur populaire pour... voilà. Il distribue des prospectus, les gens disent ah c'est cool. Voilà. C'est comme le. Non, ouais. Il a énormément de guerriers. Alors du coup, c'est pas des guerriers, c'est quoi? C'est des militants, c'est des prêches. des apôtres, Des prêches. voilà. C'est comme. Non, rien. Donc, ça lui permet de concentrer ses forces sur un petit nombre de clairières et d'être assez bon en défense. Ouais, Il a beaucoup de guerriers. et ce qui est intéressant, c'est quand lui il met la paix, quand il fait un jardin, il contrôle. Oui. Voilà. Ça, c'est Donc, sa force. le contrôle absolu, Absolu. c'est peu importe le nombre de guerriers, à partir du moment où il y a un jardin lézard sur la clairière, 10 000 guerriers. C'est et chez un- lui. C'est chez lui. Bah c'est comme une église catholique quoi. c'est ça. Comme ça que ça marche. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien avec les lézards, c'est quand ils sont en jeu, ça change dramatiquement comment les autres vont jouer. Ouais, sur la Drastiquement, ouais. partie contrôle. Ouais, et même sur la partie, enfin on verra sur Et le. même dramatiquement, je crois. Ouais. Et donc, ouais, c'est assez intéressant. Donc, par exemple, la marquise, ça va vraiment l'emmerder pour transporter son bois. Les taux vont l'oiseau pour construire des nids. les taux vont peut-être pas construire de bâtiments. Enfin, il y a des choses qui vont se Ouais. passer. Hein. Ouais, en fait, à Flesh and Blood, ce serait de la disruption, en fait. C'est exactement ça. Et donc, aussi, ils ont une force de dissuasion assez importante, puisque, en fait, quand on les tape, ce sont des créatures pacifiques, finalement. Ouais. Et donc, quand on les attaque, elles peuvent se venger avec des acolytes fanatiques. C'est des martyrs. C'est des martyrs qui peuvent être utilisés en représailles. Et donc, ça peut être très, très embêtant. Donc, en général, on les tape pas sans une bonne raison. On fait pas ça pour le plaisir, comme pour le vagabond qu'on aime bien taper pour le plaisir. Ils ont leur mécanisme des conspirations qui peuvent être très puissantes. Parce que par exemple, on a notamment des conversions de guerriers, des conversions de bâtiments directement, sans avoir à combattre. Et quand tu convertis un bâtiment, par exemple, d'une taupe,
Ça compte, ça lui fait toutes les contraintes, donc ça lui fait perdre son plus haut. Ou l'alliance, comme on avait dit, c'est pour ça que Mais c'était est-ce un que tu peu marques les violent. points? Bien Tu sûr. marques les points, tu retires quand tu remplaces, tu Oui, retires, c'est pas donc juste tu marques, taper, tu marques les points. sortir du plateau. Donc ça peut être très puissant, avec la réserve d'avoir les bons parias. Ils ont un gros potentiel de nuisance. Alors c'est pareil, on est aussi sur une faction un petit peu insurgente. Ah non, C'est comme... ok. Et donc ils ont leurs jardins qui sont très pénibles, ils ont les conspirations, et du coup ils ont pas mal d'outils à disposition pour ralentir le jeu adverse. Et ils ont vraiment besoin de beaucoup ralentir le Parce que jeu eux, adverse. c'est un scoring lent. Ouais, eux ils sont pas explosifs, ils sont anti-logarithmiques. d'accord. Pour reprendre T'as le un terme héros comme ça, technique. Flesh and Blood, il met des Frostbite, et ça fait que toutes tes actions coûtent plus cher. Voilà. Et en fait, il paralyse les ninjas. Et tu gagnes quand l'autre il rage quit. Alors ensuite en termes de pioche, les lézards ils vont aussi rapidement ils peuvent rapidement piocher Beaucoup de cartes, hein. beaucoup de cartes. Alors ils vont en dépenser pour scorer, mais globalement ils peuvent piocher beaucoup. Alors, ça, c'est la seule erreur du jeu, donc, pour moi. Il y a marqué score sur le truc, il devrait y avoir marqué prier à cet endroit-là. Ouais, ce serait plus thématique. Mais voilà. Ah. Et aussi, ici ils ont qu'un seul bâtiment pour scorer et pour crafter. On est d'accord que ça reste quand même plus thématique que Arx. Oui, Oui. il y a un thème à Arx. Alors, Dans la campagne, oui. dans la campagne. Et donc, alors les jardins voilà, permettent et de scorer et de crafter. Et en plus, on peut les construire avant la phase de craft. Donc D'accord. pareil, il peut y avoir des effets surprises. Un petit peu comme l'Alliance. Un peu comme l'Alliance, sauf que il faut les bons parias. Allez, bon, pareil, ça, c'est tout un sujet. Voilà, et donc dans les points faibles... Alors attends, Il faut les bons parias. laisse-moi, les points faibles, il faut que je dézoome parce que... Ok. Alors, le moteur est assez long à mettre en place. Ils ont quand même été accélérés un petit peu avec la mise en place. Ah bah ouais, ils ont été bien accélérés avec la mise en place avancée et Déjà, ils en avaient besoin. déjà, ils commencent avec des acolytes. Alors on peut déjà dire en intro, la mise en place avancée, on en a parlé dans notre base, dans notre vidéo d'introduction à Route. Ne jouez pas les lézards sur la mise en place avancée. Enfin, ça ne sert à rien. Oui. C'est vraiment... je pars du principe que vous jouez avec la mise en place avancée. Ça leur fait gagner 2 ou 3 tours. Ouais, enfin, ouais, en tout cas, c'est Non, mais à peu près dans dans leur setup. Mais c'est même plus que ça, parce qu'en fait, au lieu de commencer sur une clairière avec un seul truc, un seul emplacement, tu peux commencer sur avec 2 emplacements. Tu commences avec des acolytes directement pour faire des conspirations. Enfin, ça change vraiment beaucoup le départ. Oui, tu commences avec 2-3 tours. Enfin, Alors, le moteur est assez lent à mettre en place. Il faut déjà avoir plusieurs jardins sur le plateau pour commencer à scorer. Et en plus, il faut les protéger. Si on a une mauvaise main de départ, en plus, ça peut nous ralentir. Donc, la mise en place avancée aussi nous permet d'avoir un peu une meilleure main. Le scoring, il est lent et surtout, il est hasardeux. Puisqu'en fait, ça va dépendre des cartes qu'on a en main. Ah oui. Oui. Il faut des cartes de la bonne couleur qui correspondent à nos jardins pour avoir le droit de scorer. Donc, si tu pioches pas la bonne couleur, tu scores pas. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant. Après, il y a des techniques avec de reshuffle. Alors, tu peux augmenter tes probabilités, mais ça reste... voilà. L'oiseau, il fait ses 4 nids, il fait ses points, tu vois, il n'y a pas de... Et quand l'oiseau fait son nid. Alors, ensuite, ils ont une mobilité et une agression, une capacité d'agression qui est quasi nulle. À part s'ils ont... En vrai, il y a une carte qui construisent. Il y a une carte, voilà, mais par défaut, en fait, ils n'ont que leur conspiration qui leur permettent de se déplacer et d'attaquer s'il y a les bons parias et s'ils ont des acolytes. Donc, il leur faut les bonnes circonstances et les bonnes ressources. Et donc, ça peut être très difficile pour eux d'impacter le plateau et notamment de réagir à certaines situations, comme avoir sur soi un jeton sympathie, avoir un jeton. Ils vont en croisade que s'ils ont besoin. Mais des fois, ils ont besoin, mais ils peuvent pas. Ils ont comme pas les bonnes cartes à Arx. Tu vois. Donc, c'est non seulement compliqué d'aller attaquer, mais c'est même des fois compliqué de se protéger contre certains types de menaces qui ne sont pas des combats. Récupérer des acolytes. Donc, les acolytes qui sont cette ressource qui nous permet de faire des conspirations, donc nos actions spéciales. Donc les acolytes, on en récupère quand on nous tape en défense. Et donc en fait, ça dépend des autres. Donc si on nous ignore, si on ne vient pas nous taper, on récupère. Voilà, on récupère des acolytes avec les cartes bleues. Mais en tout cas, on en récupère moins. Et surtout, il y a le mécanisme des parias qui limite beaucoup notre potentiel d'action, puisque les parias, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est quand on joue des cartes et que les lézards sont en jeu, toutes les cartes défaussées vont dans sa pile de défausse à lui qui s'appelle les parias. Et au début de chaque tour, il regarde la composition de cette pile
Et ça va déterminer la couleur des parias en fonction de la majorité. Donc si c'est une majorité de cartes lapins, on dit que les parias sont lapins. Et ça veut dire qu'il pourra faire des actions en lapin, grosso modo. Et si c'est... Carte bleue contre en joker. Carte bleue compte pas. Et en gros, et si c'est... Donc toi, tu ne choisis rien en fait. Tu te dis, la pile elle est comme ça, la règle dit que la couleur des parias c'est ça. Si c'est 2 fois à suivre, les parias deviennent AI, et de ce cas-là, tu as une réduction sur tes actions. Donc toi, ton but, c'est vraiment que les parias soient AI. Pour cette action, les bleus ne comptent jamais comme un joker. C'est dommage. Ils ont une règle, ils détestent les bleus. Ils détestent les oiseaux. Ils détestent les oiseaux, les lézards. D'accord. Parce qu'en vrai, thématiquement... Parce que les oiseaux mangent les lézards. Non, mais aussi parce qu'ils les ont attaqués, ils ont réprimé leur religion pendant un certain temps. Enfin, c'est tout un truc. Hein. Donc si on n'a pas les bons parias... Toi, t'as lu le jeu de rôle, non? Bah, ça, c'est pas dedans, mais c'est juste que j'ai... Mais parce que c'est Cole Wernick qui te l'a dit pendant l'interview. Allez voir l'interview. Ouais, c'est ça, à la minute 37. Coco, s'il te plaît. Coco, oui. Donc, pas de conspiration sans les bons parias. Si les parias sont pas AI, on fait pas de conspiration non plus parce que c'est pas rentable. Si on n'a pas les bons parias, on peut pas crafter. Même si on a les jardins, on a les pièces de craft, c'est pas la bonne couleur. Et on a la carte. Hein. Vous me vendez du rêve là. Ouais. Mais elle est géniale à jouer. C'est pour ça que c'est la faction casino. C'est qu'il faut un peu un alignement. S'il y a un alignement des planètes, c'est le jackpot. C'est un peu comme la brute à Flesh and Blood. Exactement. Non, mais en vrai, ce qui se passe, c'est que tu peux contrôler les cartes qui vont de ton paria. Alors, c'était mon prochain point. Comme la brute à Peu de contrôle sur les âmes perdues. En fait, parce qu'à la limite, ce serait aléatoire. Tu te dirais, c'est aléatoire. Là, c'est pire. C'est tes adversaires, ils peuvent te dire, ah, ça m'arrange pas comme couleur. Et c'est tes adversaires qui vont influencer plus que toi. Parce que tout le monde joue entre toi. Là, parce que tout le monde joue entre toi. Et donc, toi, à ton tour, tu peux défausser quelques cartes. Mais il y a 3 autres personnes après. Mais surtout, la couleur des parias, elle est. Oui, toi, tu check au début de ton tour. Oui, donc même si toi, tu dis à mon tour, je défausse 2 cartes rouges, le temps que ça revienne au début de ton tour. Et donc, ça, c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, si on vient nous taper, donc, ok, on a un bon potentiel défensif parce qu'on a beaucoup de guerriers, on peut mettre un gros tas de guerriers. Mais en fin de partie, s'il faut aller nous chercher, on vient nous chercher. Et quand on perd des jardins, on perd du scoring, c'est notre moteur de scoring, on perd des cartes. On perd une carte au hasard en plus, par jardin qu'on perd. Mais qui va dans notre défausse. Qui va dans notre défausse, ce qui ne nous arrange pas des fois en plus. Ouais. En plus, on révèle notre main donc, pour faire des actions. Tout le monde sait ça. Donc un joueur attentif peut dire « Ah, attendez, regardez, il a les pièces, donc surtout faites pas les parias en lapin, parce que sinon il pourra les crafter, machin. » C'est une faction compliquée à jouer. Hein? mais en vrai, je crois que j'ai bien les factions puzzle. Mais elle est fun. C'est vrai qu'elle est fun parce qu'il y a ce côté un peu... On peut quand même faire des trucs, et si ça se passe bien, c'est satisfaisant. Tu peux dire quand tu perds que c'est pas de ta faute. Tu peux dire « Ouais, mais je joue avec les lézards. » Oui, mais après, ce qui est marrant, c'est que tu peux créer tout un univers autour. Je pense que c'est une faction qui est idéale pour les mauvais perdants. Thématiquement, elle marche bien. Et quand tu attaques, tu fais Allah Akbar, ou tu fais en l'honneur de Nicolas Cage, enfin tu mets ce que tu veux, comment. Après, voilà, Il y a un mode sur TTS avec Nicolas Cage tout, pour la fonction des lézards. C'est tout un univers. T'étais pas prêt pour Nicolas Cage. Je suis en train de me demander quel navet je vais mettre en insert. Ouais, l'insert, tu vas lui mettre un paquet de Nicolas Cage. Non, mais il y a un paquet de navets dans lequel... Nicolas Cage ne joue pas dans les navets. Le film où c'est un samouraï qui affronte des extraterrestres est quand même... Je ne l'ai pas vu. Mais je crois que je dois le voir. Et donc, c'est vrai qu'avec la mise en place avancée et le fait qu'ils sont souvent premiers joueurs, parce que dans le draft, ils sont souvent laissés, ça les aide un petit peu, ça compense un petit peu. Et à 3 joueurs, du coup, ils peuvent être assez forts, parce que pour le coup, ça peut être difficile de les arrêter. Déjà, tu contrôles mieux tes cartes. Ouais. Donc en fait, c'est une faction qui est vraiment designée pour un nombre de joueurs plus faible. Alors, est-ce que Cole Wehrle y a pensé? Est-ce que c'est un bon designer? Je sais pas. Mais c'est vrai que ça marche mieux à moi. Ce qui se passe, c'est que le jeu, il est sorti dans la vague des premières, parce que c'est la première extension. Donc du coup, il a été conçu pour 4 joueurs, parce que même si sur la boîte, il y avait marqué en moins. tout cas... en fait, c'est une extension pour 3 joueurs. Même leur plateau, ils l'ont révisé. Même pas, parce que les loutres, c'est mieux à plus. Ah. En fait, oui, non, mais justement, en fait, c'est surtout... il a fait un mode 3 joueurs et un mode 5 joueurs. Peut-être c'est comme ça. Après, ça a surtout été pensé pour être joué avec les loutres, on y reviendra, mais c'est bien, t'en mets une, il y a l'autre qui tombe, c'est incroyable. On va quand même essayer de donner quelques indices pour bien démarrer la partie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les lézards? Alors, les lézards, je trouve qu'ils ont un plan de jeu global assez simple, mais qui est, dans la pratique,
difficile à réaliser parce que comme on l'a vu, on nous met plein de bâtons dans les rues, Dans les ronds. plein de bâtons dans les routes. tout du Dans les tout du routes. long. Bâtons dans les routes. Alors, donc on va partir du principe qu'on a la mise en place avancée. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Alors, on veut des cartes de couleur dans la main qui correspondent. Alors, au début de la partie pour ce setup, on veut des cartes qui correspondent à notre clairière de départ et à une deuxième clairière qu'on va viser comme deuxième clairière. En gros, notre but, c'est vraiment de s'implanter dans 2 clairières qui vont être nos clairières principales et d'en faire notre base d'opération. Avec pas mal de slots. Il faut que ce soit une clairière avec au moins 2 emplacements de construction, enfin dans chaque cas, dans les 2 clairières. Donc il faut que ça corresponde à nos cartes en main. Idéalement, un peu isolé, un peu difficile d'accès pour que le jour où il faudra venir nous taper, ce soit un peu pénible pour les autres. Ce qui est bien, alors avec la mise en place, on répartit des guerriers adjacents. Et donc, moins il y a de chemin de la clairière de départ, plus on va mettre de guerriers sur ces trucs adjacents. Ouais. Donc ça peut être intéressant d'être sur une clairière un peu isolée, où en fait la mise en place va faire que la clairière d'à côté, on a déjà beaucoup de guerriers dessus. Et donc déjà, on a déjà un peu nos 2 clairières. C'est pas mal en plus pour le coup si les 2 clairières de départ sont adjacentes, parce que en fonction des parias, l'une peut renforcer l'autre ou défendre l'autre. Donc ça peut être pas mal. Et puis surtout éloigner des factions qui sont les plus nuisibles pour nous, donc les factions qui peuvent placer de la sympathie. Indignation. L'oiseau charismatique qui va vouloir taper des trucs dans tous les cas, donc pourquoi pas nous. Les rats, comme j'ai dit, avec leurs jetons full là, qui explosent à chaque tour, Taper ça les peut parias, être dangereux. c'est toujours une bonne idée. Voilà. Donc pour les parias de départ, donc au début de la partie, on choisit une couleur de paria. Ok. Souvent, donc plus on est tôt dans l'ordre du tour. Parce que tu n'as rien dans ta. Au début, il n'y a pas de défausse, donc il n'y a pas de défausse, donc tu te dis bah on va commencer avec les parias lapins. Oui, mais si t'es pas le premier joueur. Si t'es pas le premier joueur, et ben justement plus t'es tôt dans l'ordre du tour. À l'installation, tu choisis ton paria. À l'installation, à la mise en place, tu choisis tes parias. Et au début de ton tour, tu vérifies les parias. D'accord. Ok. Donc si au début de ton tour, il n'y a aucune carte qui a été défaussée, les parias deviennent AI. Oui. En fait, quand il y a égalité, ça reste de la même couleur et du coup ça devient AI. Okay. Et donc 0 carte, c'est égalité. Ce qui fait que plus tu es tôt dans l'ordre du cours, plus tu as de chances que la couleur que tu choisis au setup soit une couleur de paria AI. Et souvent, le jeu mécaniquement fait qu'une fois qu'il y a une couleur de paria AI, comme les égalités restent de la même couleur, ça peut rester très longtemps les paria AI. Donc il faut bien réfléchir à la couleur des paria AI qu'on va choisir. Souvent, ce qu'on fait, c'est justement cette deuxième clairière qu'on vise. On peut, en fonction de la couleur des cartes qu'on a en main, on peut dire je veux que ce soit cette clairière-là qui soit mes parias, parce que ça va m'aider avec mes conspirations à en prendre le contrôle et à la garder. En règle générale, voilà, c'est ce qu'on dit, donc les parias ont tendance à pas trop changer, donc à bien garder en tête. Donc pour les parias de départ, soit c'est la clairière que tu vises, que tu choisis comme paria, et du coup là, tu viens paria AI direct et tu peux utiliser tes 2 acolytes de départ pour par exemple remplacer un bâtiment adverse, ou remplacer 2 guerriers et construire un jardin. Alors tu vas pas te faire un ami dès le départ, mais c'est pas très grave. Tu sais, les lézards, tu dis, je suis les lézards, je suis obligé, je suis désolé. Je suis les fondements de ma religion. Et alors, optionnellement, tu peux choisir des parias qui sont de ta couleur de départ. En fait, comme tu as déjà les jardins, ce sera plus facile pour toi de crafter sur cette couleur. Donc si tu as une bonne couleur de craft, tu dis ok, ça va être paria lapin, j'ai les pièces en main, je sais qu'il y a des chances que ça reste lapin tout le long de la partie. Voilà. Ou alors aussi, des fois, tu peux vouloir faire all-in sur une seule couleur de clairière. Je trouve que c'est moins opti, mais tu peux... c'est comme ça te permet de... En vrai, d'en avoir 2, ça te permet de scorer 2 lignes, alors que 1, tu peux scorer qu'une... Tu peux prier qu'une couleur par couleur. Donc ça, déjà, c'est les considérations de la mise en place. Ensuite, l'objectif, c'est quoi? Donc c'est d'arriver le plus vite possible à avoir 2 fois 2 jardins. Ça va vraiment être le cœur de notre moteur. Pourquoi 2 fois 2 jardins? Parce que ça va nous permettre de commencer à scorer. À partir de 2 jardins, on peut scorer avec nos jardins. Donc si j'ai 2 jardins lapins et que je défausse une carte lapin avec l'action scorer / prier, ça me fait 2 points. Donc si j'ai 2 fois 2 couleurs, je peux faire 4 points par tour. Et en plus, tu pioches plus. Et en plus, à partir de 2 jardins, tu pioches une carte. Et donc si tu as 2 fois 2, tu pioches 2 cartes en plus. Donc tu commences à bien piocher. Et donc là, tu as ton moteur en... Et du coup, tu peux plus facilement contrôler tes parias. Contrairement au all-in sur une seule couleur, où en fait ça ne te fait pas piocher plus de cartes et où il faut, je crois, en plus 5 jardins pour commencer à faire 4 points. Donc ça peut être intéressant c'est plus intéressant de jouer wide que tall.
si vous connaissez les termes de stratégie. Voilà, mais pas trop wide non plus, on verra. Heureusement qu'on est des experts. Hein. On est des experts. Non, mais dans certains, notamment dans les jeux de civilisation, souvent c'est... Genre à Flesh and Blood. Tu vois, est-ce que tu gardes que 3-4 provinces? Bah, effectivement, que soit tu bourrines ou une grosse tu fais attaque ou plein de petites attaques. Voilà. Wide and tall, d'accord. N'hésitez pas à négocier au début les clairières. Tu fuis le lézard, moi je vais prendre cette clairière. On va pas se battre pour cette clairière. Franchement, moi, je vais mettre tous mes efforts à prendre cette clairière. Tu peux venir aussi, mais j'ai passé la partie à essayer de la prendre. C'est la négo. Parce qu'en fait, non, mais il n'y a rien de plus chiant que de ne pas se mettre d'accord au début et en fait de s'entretuer entre deux factions pour prendre le contrôle d'une clairière. Et les deux factions vont être perdantes et donc il y a un moment discuter. Tu dis, bah moi en fait, c'est celle-là que j'essaye de prendre. De toute façon, je ne sais pas si tu as lu l'art de la guerre, mais l'art de la guerre, c'est faire la paix. Exactement. Et les lézards, ils veulent pas trop faire la guerre. Alors, c'est pas ça que Sun Tzu dit. Les meilleures parties des lézards, c'est celles où on t'attaque pas de la partie. Mais alors, sauf peut-être avant la toute fin quand c'est trop tard. Mais en général, tu essaies de rester tranquille. Si tu es tranquille dans tes jardins et que tu scores et que tu as ce que tu veux, c'est bien. Une fois qu'on a ces deux clairs de deux couleurs, on essaye aussi de les protéger avec des guerriers. On essaye d'assez rapidement avoir, on va dire, 3, 4 guerriers, 5 guerriers assez vite sur nos deux clairières principales. T'as combien de pièces en tant que... Ah, une trentaine. Ouais, presque 30. Ah ouais. Ouais, non, t'as beaucoup de guerriers, tu peux vraiment mettre beaucoup. À 30 prêts, t'en as 30. Voilà. Mais comme les chats en fait. Je crois qu'ils en ont plus. Ouais, ils font partie des factions qui ont le plus de guerriers. Ouais, ok. Donc voilà, donc idéalement en 2-3 tours, c'est ça le setup. J'ai mes 2 fois 2 clairières et je protégeais chacune par 4-5 guerriers. Si vous mettez plus de temps que ça à mettre en place le moteur, ça pue un peu. Ça va être compliqué. Bah oui, parce que si tu me dis que c'est 4 points en défaussant 2 cartes, Ouais. 4 x 7, 28, on a dit que c'est 7-8 tours, c'est-à-dire qu'il faut crafter quelque chose à côté. Ouais. Et c'est 7 tours à partir du moment où tu as tes 2 x 2. C'est ça. Donc c'est pour ça, même le tour 1, si vous pouvez scorer sur un jardin, scorer. Ça va peut-être ralentir le recrutement, vous allez peut-être prendre un risque en termes de protection, de défense. Mais 2 points, c'est 2 points. Les lézards, quand on peut scorer, on score. Il faut scorer tout le temps. Et puis voilà, de toute façon, vous avez la vengeance toujours comme instrument de négociation. C'est pour ça que c'est drôle avec ce truc. La conspiration, voilà, mais si on te fait chier, les conspirations, c'est pour ta gueule si tu viens chez moi, c'est tout, c'est comme ça. Donc, une fois que vous êtes setup, comment est-ce qu'on gère un peu le mid-game? Donc là, c'est là où c'est assez flexible, les lézards. Le cœur du truc, ça reste, je score mes 4 points 2 x 2, autant que je peux, si j'ai les bonnes cartes en main, tout le temps. Et le reste, c'est de l'opportunisme pour faire un peu de craft si j'ai les bons parias. Taper du carton si j'ai les bons parias. Donc voilà, donc on essaye toujours de stacker le plus possible de lézards sur ces clairières, en avoir 6, 7, c'est pas grave, sur les 2 clairières principales. De toute façon, c'est comme ça, 1 ça coûte cher et 2 si on tape et ils sont utiles. Voilà, donc le tempo des lézards est lent, donc là pour le coup il n'y a pas de rester en arrière pour vous cacher des autres et pas attirer l'attention, c'est non, vous foncez, vous foncez. Si vous pouvez faire 5 points dans un tour, vous foncez au rythme du lézard quoi. C'est-à-dire que t'es derrière mais c'est pas exprès. Voilà, c'est ça. Si tu as une carte qui te permet soit de scorer pour 2 points, soit de crafter pour 2 points, vaut mieux la crafter parce que comme ça au moins ça enlève l'objet, les autres peuvent plus la crafter. Ouais. Si ça enlève l'objet. Attention au vagabond. Oui. Mais à la limite, c'est pas ton problème, le vagabond. Voilà, les autres, ils ont qu'à s'occuper du vagabond. Ouais. C'est pas le lézard qui va le faire. Enfin, lui donnez pas non plus un T tour 1, c'est pas malin. Un café, tu veux dire? Un café de racine, bien sûr. Alors, la question qui peut faire un peu débat, alors il y a plusieurs trucs sur le mid-game, c'est où est-ce que je recrute mes guerriers, comment je dépense mes acolytes. Donc, recruter les guerriers, on a dit la priorité, c'est quand même de défendre ces clairières principales, là. Là où tu as tes jardins. Là où tu as tes jardins. Et ensuite, il faut vraiment réfléchir où est-ce qu'on recrute des guerriers, parce que souvent, je vois des gens qui ont des lézards, et vraiment, je trouve que la principale erreur des lézards, c'est se disperser. Dans tous les sens. Soit se disperser au niveau des jardins. Je fais un jardin là, il n'y a pas de cohérence dans les couleurs, ou alors, en fait, donc plus tu disperses tes jardins, déjà, plus il y a de chances que tu te fasses défoncer tes jardins. Mais aussi dans les recrutements, des fois c'est j'ai une carte action qui permet de recruter un guerrier. Je vais le mettre là. Et j'en mets un là, j'en mets un là, j'en mets un là. La plupart du temps, ça sert à rien. Parce qu'en fait, on se dit, si je mets des lézards un peu partout, il y en a bien qui va taper un lézard à un moment. Mais en fait, non. Tu tapes un lézard que si ça a un intérêt pour toi. Et donc, on verra, il y a par exemple les rats, eux,
effectivement, il faut jouer comme ça. Mais la plupart des factions, en fait, il faut réfléchir comment est-ce que mon recrutement peut nuire aux autres factions. Et souvent, ça va être des problématiques de contrôle. Par exemple, l'Alliance, au lieu de disperser tous mes guerriers, si je recrute toujours sur la base de l'Alliance, alors ça va peut-être prendre 2, 3, 4 tours, mais il y a un moment, l'Alliance, pour pouvoir sortir, elle va être obligée de taper mes lézards. Ouais. Donc ça veut dire que c'est des acolytes, etc. Un peu pareil pour l'oiseau. Au bout d'un moment, si je recrute 4-5 lézards, s'il veut vouloir se déplacer, il va être obligé de faire des batailles parce qu'il ne voudra pas criser depuis son nid. Enfin, et aussi, avoir empilé pas mal de guerriers au même endroit, ça veut dire le jour où j'ai une conspiration qui me permet peut-être de remplacer le bâtiment, le bâtiment il est déjà défendu. Parce que j'ai volé le bâtiment et j'ai déjà 3-4 guerriers sur le jardin. Alors que si j'en avais eu qu'un seul, là en plus il aurait fallu non seulement faire la conspiration, mais en plus avoir des cartes pour recruter par-dessus pour le défendre. Donc il faut bien réfléchir à où est-ce que je recrute pour gêner mes adversaires. Si je recrute à balle sur une scierie, pareil pour le chat, ça peut peut-être le pénaliser, peut-être qu'il va être obligé de perdre des mouvements pour revenir sur sa scierie, ou obligé de te taper. Poser la question stupide, pourquoi tu veux te faire taper? Alors, quand tu te fais taper, en défense, les guerriers qui meurent deviennent des acolytes, deviennent des martyrs. Les martyrs, et c'est ceux-là qui permettent de déclencher tes conspirations qui sont tes actions spéciales. Okay. Donc tu veux te faire taper, mais là où ça t'arrange, pas là où tu as ton moteur, parce que ça alimente tes conspirations. Du coup, tu peux faire des conversions et tout ça. Voilà. Donc là, l'objectif de ce mid-game, c'est vraiment d'être le plus nuisible possible. Il faut essayer de ralentir le plus possible les autres. C'est vraiment le seul moyen de gagner. On verra un petit peu les match-ups. Donc on recrute les guerriers aux endroits les plus pénibles, où ça gêne leur contrôle, où ça gêne leur déplacement. On essaye de ne pas trop dépenser les acolytes. Alors pareil, c'est une règle générale, c'est toujours très circonstanciel les lézards. Mais globalement, l'erreur aussi souvent, c'est de dépenser les acolytes un peu sans plan ou de façon un peu trop... Oui, c'est pas parce que tu les as que tu dois les dépenser. Déjà, si les acolytes ne sont pas haïs, il ne faut pas faire de conspiration, parce que ça coûte vraiment plus cher quand ils ne sont pas haïs. Alors, sauf move mastermind incroyable qui, là, si je le fais vraiment, ça peut me faire gagner la partie ou ça met vraiment une très forte position, mais globalement, il faut éviter de le faire. Et même si les parias sont haïs, c'est pas parce qu'ils sont haïs. S'il n'y a pas d'intérêt à le faire juste parce que c'est haï, je vais dépenser mes acolytes. Voilà. C'est un coup d'épée dans l'eau. Oui, parce que tu peux faire une conversion, c'est une personne contre une personne quand tu es en haï, mais alors que sinon c'est 2 contre 1. Ouais. Il vaut mieux les accumuler et puis vraiment faire un gros coup quand on en a 7-8 d'un coup. On peut vraiment, ok, je convertis plusieurs bâtiments, je prends vraiment le contrôle d'une clairière, je convertis aussi des guerriers, je déclenche un combat, ça me fait plein de points. Que de faire des trucs un peu anecdotiques à droite à gauche. Et là, tu peux t'amuser à faire un tour avec beaucoup de points, genre à 6 points, 7 points. Voilà. Mais encore une fois, il y a aussi la règle, être le plus nuisible possible, scorer le plus possible. Donc si à un moment il y a l'opportunité, ok, pour 2 parias, pour 2 acolytes, je peux faire une conversion, déclencher un combat, hop, je détruis 2 bâtiments sans défense, tac. Et faut aussi repérer ce genre d'opportunité. Il y a aussi, dans les négociations, des fois il n'y a pas le choix, il n'y a que les lézards qui ont les outils pour ralentir le leader. N'importe quoi, l'alliance, il n'y a que la conversion, ou la taupe. Typiquement, la taupe, quand on convertit ses bâtiments, ça la ralentit beaucoup. Parce qu'elle perd son plus gros leader. Ou les oiseaux pour créer, effectivement, pour les faire partir en crise. Des fois, il n'y a que... Et dans ce cas-là, il faut vraiment négocier avec les autres. Vous dites ok, mais ok, mais dans ce cas, à mon tour, je le fais. Mais si vous deux qui jouez avant moi, vous passez vos tours à taper tous mes lézards pour me filer 5-6 parias. Parce que sinon, je ne vais pas sacrifier mon tour, moi, le lézard, juste pour arrêter le leader parce que ça vous arrange. Et vous mettez les bonnes cartes dans le... Ouais. et vous me mettez les parias de la couleur que je veux. Enfin bon, n'hésitez pas. Vous avez des outils assez puissants. La table peut vous aider à les utiliser. Mais il faut que ce soit négocié parce que vous avez vraiment besoin de toute l'aide. Et comme je l'ai mis dans ma traduction, il faut bien jouer avec la table si tu veux gagner. Comment est-ce qu'on finit la partie? Déjà, on prie pour survivre jusqu'à la fin. Oui, il faut prier. Être toujours présent sur le plateau et pas s'être fait raser ses jardins. Tu peux. Ah oui, quand tu dis être présent, c'est avoir des jardins. Avoir des jardins, parce qu'à un bon moment, si quelqu'un cherche des points et puis qu'il dit tiens, je vais raser les lézards, ça fait des points et puis qu'il te reste 2 cartes en main et un jardin, tu vas pas gagner la partie, quoi. C'est un peu compliqué. Et tu peux pas te faire éliminer de la partie avant la fin. Je sais pas si, en fait, alors, je ne crois pas qu'il y ait un mécanisme de comeback, mais comme quand on te tape, tu gagnes des lézards, des acolytes, en fait, tu reviens avec puisque, en fait, ça peut être un peu ça
Le point de bascule, c'est qu'à un moment, les gens se rendent compte, attends, le lézard, il est bien là, il peut gagner. Le problème, c'est que si on le tape, c'est pire. Parce qu'en fait, il y a un point du jeu où en fait, tu as tellement de défense et tellement de trucs que si on vient te péter 6 ou 7 machins pour arriver sur tes jardins et tout, en fait, tu as une telle masse d'acolytes que tu peux faire des grosses conspirations et revenir en fait, ou terminer comme ça. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on essaie de se trouver à la fin. Le but, c'est de scorer à un rythme un petit peu idéal, d'avoir économisé ses acolytes, de vraiment faire un coup décisif qui va bien booster notre moteur. Par exemple, on peut utiliser ses acolytes en fin de partie pour prendre une 3e clairière d'une autre couleur et du coup là passer de 4 à 6 points sur les 2 derniers tours par exemple. Idéalement avec des pareils AI, plus comme on a des acolytes qui convertissent les bâtiments, ça fait aussi les points, etc. Le plus probable, c'est que d'ici là, on aura rasé nos jardins et puis, et puis que la masse d'acolytes nous permettra de conclure et de revenir. Gardez en tête aussi que parfois, ça vaut plus le coup, plutôt que de... Il faut réfléchir aussi aux conspirations, parce que des fois, le réflexe, c'est souvent de dire je convertis le bâtiment, ça me fait un point, j'ai mon bâtiment. Alors que des fois, ça vaut peut-être le coup, ça peut être moins cher en acolyte et plus intéressant en points, de dire en fait, je convertis, pour le même coup, je convertis des guerriers et je tape. Ça fait des points. Alors après, il faudra quand même la carte pour construire le jardin. Mais dans l'affaire, j'ai fait perdre des guerriers à l'autre. Moi, j'en ai gagné. Parce que la conversion en AI, ça coûte 2. Alors que la conversion de gens, c'est 1. Voilà. En fait, pour 2, au lieu de convertir un bâtiment, je convertis un guerrier et je fais un combat. Voilà, donc après il faut quand même la carte, mais la carte elle sert peut-être pas à comme autres. Donc dans les choses aussi à faire et à éviter, alors on a parlé du all-in sur une couleur, donc ça peut le faire, mais ça peut le faire. Ouais. Dans certaines circonstances, mais globalement c'est moins performant un nombre de jardins égal et ça fait moins piocher. On est du coup plus dépendant aussi du hasard de la pioche puisqu'il nous faut vraiment cette couleur-là. Si on l'a pas en main, on fait juste 0. Mais 3 couleurs, c'est compliqué quand même. 2 couleurs, je dirais, mais 3 couleurs... 3 couleurs, c'est compliqué. Et puis en plus, une faveur, si vous prenez une faveur renard et que vous avez les 5 jardins en renard, juste vous jetez votre main et puis vous avez perdu la partie. L'avantage, c'est qu'aussi les parias sont peut-être plus prévisibles quand on joue qu'une seule couleur. Et du coup, on peut se dire, ok, je dépense à fond cette couleur. Et comme c'est la couleur qui score en plus, et on peut essayer de se dire ça, mais bon. Une technique très très importante avec les lézards, c'est l'échange de domination. Alors, c'est pas un truc religieux sexuel. Tu parles de punition. Du coup, dans le jeu, il y a les cartes de domination qui sont ces cartes qui, quand on les déclare, c'est la condition alternative de victoire. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un joue une domination, normalement, elle est mise sur le côté, défausse une domination plutôt. Elle est mise sur le bord Elle est mise sur le côté du plateau et n'importe qui peut la récupérer. Donc là, l'idée avec les lézards, c'est qu'en fait, quand quelqu'un défausse une domination, elle vient dans tes parias et en fait, elle redevient disponible forcément à ton tour. D'accord ? Ah oui, d'accord. Et du coup, toi, l'idée, c'est de toujours, essayer, tant que tu peux, de toujours récupérer les dominations. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si tu scores sur les renards et les lapins, tu essayes toujours de récupérer les dominations de cette carte-là, parce que ça te donnera toujours l'opportunité de scorer. Notamment, si tu as des cartes bleues qui sont un peu inutiles, parce que tu peux dépenser une carte bleue pour récupérer une carte domination lapin. D'accord. Donc, par exemple, si tu n'as pas de lapin dans ta main pour scorer, mais que tu as la domination lapin, tu la récupères avec une carte bleue et là, tu peux scorer. Et même, il faut même le faire, même si j'ai une carte lapin pour scorer, il vaut mieux que je la dépense pour récupérer la domination lapin, parce que sinon, les autres, eux, peuvent la récupérer et t'empêcher de la récupérer plus tard quand on aura besoin. Je ne sais pas si c'est clair. Pas du tout. En gros, c'est un tour de passe-passe où tu fais en sorte de toujours avoir la domination lapin, soit dans ta main ou dans ta défausse. Mais pourquoi ? Comme ça, les autres ne te la prennent pas. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a de spécial pour toi ? Comme ça, tu peux scorer tous les tours avec. C'est une carte de la couleur qui te fait scorer. Et donc, le jour, comme une autre, mais le jour où les autres, tu les récupères pas d'à côté. Mais le jour où tu n'as pas cette couleur en main, mais tu as une carte bleue, tu peux les changer. Tu peux l'échanger pour celle-là, mais pas si elle est dans la main de quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait, ok. Donc tu essaies de la récupérer à chaque tour. Parce que tu n'as pas le droit de prendre les cartes des mains des autres. C'est dommage. Alors sauf carte spéciale, mais voilà. Ça et souvent, et les adversaires qui connaissent cette technique, par exemple les oiseaux, ils vont souvent essayer de mettre les dominations dans leur décret pour pas que les lézards la récupèrent, etc. Et ça a l'air d'être un détail, mais ça fait une grosse différence. Ça veut dire beaucoup. Ça peut vraiment sauver une partie d'utiliser cette technique de façon systématique. Alors les cartes bleues. Point qui fera débat dans les commentaires, dites-nous. Les cartes bleues, c'est nul.
Il ne faut pas en avoir. Il faut s'en débarrasser. C'est ça, avoir des acolytes. Donc, du coup, c'est nul. Non, alors, du coup, les lézards détestent les oiseaux, comme on a dit. Donc, les cartes bleues, quand on les révèle, elles sont perdues. Elles sont défaussées. Voilà. L'effet des cartes bleues, et on ne peut pas scorer avec. Ce n'est pas le joker pour scorer. Oui. D'où l'intérêt d'avoir des cartes bleues pour échanger contre une domination aussi. Les cartes bleues, les seuls effets quand on les révèle, c'est que ça nous donne un acolyte. Vous allez me dire, c'est super, c'est bien les acolytes, ça fait des conspirations. On aime bien les acolytes. Ouais, mais les acolytes, ça dépend des parias. Les acolytes, c'est pas concret, c'est du potentiel. C'est un potentiel fort. Alors, moi, la question, c'est surtout, est-ce qu'il faut toujours garder une carte bleue en main Moi, je considère que non. En fait, naturellement, dans la partie, à un moment où on va piocher des cartes bleues, pour moi, il faut s'en débarrasser le plus vite possible et ça nous fera quelques parias au cours de la partie. Je pense que garder en main exprès une carte bleue... Quelques acolytes, tu veux dire? Quelques acolytes, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais ouais. Paria. Ouais, j'ai dit parias parce que des parias AI, et voilà, mais c'est des acolytes. Garder en main une carte bleue exprès de tour en tour, potentiellement, c'est... c'est débloquer sa main déjà. Enfin, c'est limiter ses probas d'avoir une carte qui est vraiment utile. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des circonstances ou des match-ups où avoir plus d'acolytes, c'est mieux. Mais en général, dans le doute, si vous ne savez pas ce que vous faites, moi, je pense qu'il faut se débarrasser le plus rapidement possible de ces cartes bleues. Surtout que maintenant, on commence la partie avec 2 acolytes avec la mise en place avancée. Donc, on a direct ce petit bonus de départ. Garder une carte bleue, ça peut aussi être utile comme assurance si vraiment tu n'as pas de carte pour scorer et comme je disais, pour récupérer la domination. Voilà, à part ça, je ne les garderai pas en main. Essayer de prédire les parias. Alors, c'est faisable globalement, sauf quand l'oiseau fait une crise. Là, il y a 30 cartes qui arrivent. Alors, comme on disait, sur les égalités, on sait que ça reste pareil. Donc déjà, ça, c'est un facteur à ne pas oublier. Essayez de regarder un petit peu... comment dire, si vous savez par exemple que l'Alliance va essayer de faire une révolte sur telle base, il va plutôt défausser telle couleur de carte. Donc ça vous permet. Voilà. Donc essayez d'être vigilant aux indices, vous dire ok, a priori, c'est là où on va. Il y a des trucs que tu peux pas prévoir comme le craft en main, etc. Mais quelle couleur de carte les autres vont dépenser. Du coup, ça peut éventuellement influencer. Quelle carte moi je garde parce et c'est là où l'ordre du tour est vraiment déterminant. Parce que je me rappelle une fois, j'étais juste après, je sais plus, mais en gros, je pouvais plus contrôler, j'arrivais pas à contrôler. En fait, il y a des factions qui défaussent tellement juste avant toi qu'en fait, c'est elles qui dictent les parias et c'est un peu. Alors que si c'est juste avant, si c'est pas la dernière, les autres peuvent. Faire une mitigation. Ouais. Ensuite, la conspiration, on l'a dit, utilisez pas trop d'acolytes pour les conspirations mineures et voilà, vous n'avez pas les ressources nécessaires plus tard quand ce sera vraiment important. Ne sanctifiez pas un bâtiment pour aider la table sans contrepartie. Sanctifier, c'est convertir. Ouais. Et ne sanctifiez pas, surtout si vous ne pouvez pas protéger le jardin derrière. Je vois souvent ça aussi. Je peux convertir un bâtiment, ça me fait un point et puis ça va m'aider à scorer ce tour-ci. Oui, mais après, le jardin, il est à poil et en fait, on te le tape, tu perds une carte. Enfin, oui, si tu ne peux pas recruter dans la même région, ça vaut pas le coup. Et on a dit aussi sur le recrutement, j'en ai parlé, recruter de façon efficace, réfléchissez à l'endroit où ça peut vraiment ralentir les autres, être nuisible aux autres. En gros, avec les lézards, il faut vraiment réfléchir à chaque action pour les optimiser. Où est-ce que moi, ça m'arrange le plus? Où est-ce que ça gêne le plus les autres? C'est un peu comme dans la vie, il faut être nuisible. Voilà, il faut ressortir son nuisible intérieur. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a des ressources qu'il faut les dépenser pour les dépenser. C'est comme dans la vie. Il faut faire des économies. Voilà. C'est pas parce qu'il y a marqué jeu sur une boîte de jeu qu'il faut l'acheter. Ah bon? Je crois. Alors, sur le craft et les cartes, on a dit que c'est un peu compliqué le craft parce qu'il faut la bonne couleur des parias. Mais si vous avez la bonne couleur des parias, il y a quelques cartes qui sont pas mal. Par exemple, si c'est rouge qui sort et que vous avez des jardins rouges. Donc, pour avoir plus d'action, les émigrés de la canopée, c'est une très très bonne carte pour les lézards. Qu'est-ce que ça fait? C'est une carte en fait qui, entre guillemets, t'oblige au début de chaque tour à te déplacer et à attaquer. Mais comme toi, tu peux pas le faire par défaut, en fait, ça te rajoute vraiment beaucoup de mobilité. Ça te permet de faire des points de façon opportuniste. Potentiellement protéger tes trucs contre la... Protéger tes trucs. Si effectivement quelqu'un met un complot ou une révolte sur un de tes jardins, du coup, tu as la réponse avec cette carte. Tu peux attaquer, tu peux faire quelque chose au lieu de subir. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne carte.
La Ligue des souris aventurières aussi, qui est la carte qui permet de faire des actions contre des objets. Donc là, le problème, c'est qu'il faut réussir à avoir crafté des objets. Mais c'est des actions un peu de joker, donc ça peut sauver ta partie de dire ok, au moins j'ai crafté un objet, je l'utilise pour faire une action de combat. Hop, je dégage ta sympathie, j'ai sauvé mes jardins. Chef de Garen. Dans le deck de base, il y a toutes les cartes lapins qui permettent d'avoir des actions en plus. Donc le chef de Garen et le cordonnier, pareil, qui permettent de se déplacer et d'attaquer au début de son tour. Donc ça, des actions pareil qui ne sont pas disponibles par défaut, donc hyper utiles pour les lézards. Donc quand on joue avec le deck de base, se mettre sur des emplacements lapins, c'est vraiment très 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 bien. Et pour le deck partisan, immigrer de la canopée, c'est renard. Et alors le deck des partisans, il y a pas mal de prérequis de craft qui sont joker. Ouais. Donc du coup, ça atténue un petit peu ce problème des parias. Mais après, le deck de base, il a les faveurs. Donc les faveurs, il te faut 3 jardins de la même couleur. Mais en fait, ça arrive souvent avec les lézards, avec le deck de base. Comme tu craftes, et comme tu fais tes jardins et après tu craftes, ça peut arriver que tu peux faire des faveurs un peu surprises si tu ne l'as pas révélé dans ta main. Tu as déjà 2 jardins renards par défaut. Hop, avec tes conspirations, t'en fais un 3e. Comme forcément, c'est une conspiration renard, donc tu as les parias renards, donc tu peux crafter en renard, donc tu sors ta faveur des renards. Donc c'est pour ça que j'aime bien jouer avec le deck de base des fois avec les lézards parce qu'ils peuvent sortir des faveurs. Alors si toi tu t'en prends une, faut pas se plaindre. C'est un peu game over, mais voilà. Le seul problème c'est toujours les parias. Donc si par contre si tu révèles la faveur, alors là jamais les parias ils seront de cette couleur là parce que là si tu montres que tu as la faveur des renards en main et que tu as déjà des jardins renards, tu es sûr qu'ils vont tout faire pour que ce soit jamais renard. Dans le deck de base, il y a la requête royale, qui peut être une des raisons pour laquelle on va faire des jardins de même couleur, puisque pour la crafter, il faut 4 éléments de même couleur. Mais ça peut faire beaucoup de points, puisqu'en fait, elle nous rapporte autant de points que de clairières qu'on contrôle. Au réveil. Au début de son tour. Et donc, on contrôle au moins les 2 endroits où on a des jardins. Et pour peu qu'on ait peut-être mis, pour le coup, là, ça peut être intéressant. Je sais que j'ai cette carte en main, donc pour le coup, je vais mettre des lézards un peu partout. Et toutes les clairières un peu vides, ça me fait un point. Donc là, ça peut être une des raisons de jouer comme ça. Le maître graveur, on ne crafte pas beaucoup d'objets, mais au moins, quand on crafte un objet, il nous rapporte un point de plus. Et ça peut faire la diff. Alors, la carte des croque-morts avec les lézards. Donc, il y a une interaction un peu intéressante qui est que donc, quand nos guerriers meurent en défense, ils vont pas sur la carte des croque-morts, ils vont quand même dans les acolytes. Ah, c'est bien ça. Donc les croque-morts ne nuisent pas à notre technique de conspiration. Ils ne doivent pas aller dans la réserve. Et par contre, oui. Oui, ils ne peuvent pas aller dans la réserve, ils doivent aller dans la carte des acolytes. Et par contre, quand on dépense les acolytes, là ils vont dans les réserves. Ils vont sur le croque-mort. Mais c'est pas forcément inintéressant puisque en fait on peut faire des actions, on a tellement de guerriers en fait, c'est pas très grave. Ouais. On dépense les acolytes et finalement, non seulement on fait des conspirations, mais en plus ça alimente nos croque-morts. Oui. Croque-mort, pour rappel, c'est toutes les 5, ça fait un point. Oui. Tous les 5 guerriers dessus, ça fait un point, donc ça peut être intéressant. En plus de ça, c'est la technique Loki. C'est la technique, les lézards, c'est la technique Loki. En plus, ça peut dissuader. D'ailleurs, il y a un lézard Loki. Les lézards ont une grosse pile de guerriers souvent pour se défendre. Donc en plus, quand on a les croque-morts, on dit ouais, mais là, si je l'attaque, en plus, je lui file au moins un point de croque-mort. Plus moi, je fais des paires, je lui file 2 points parce que juste, je vais l'attaquer. Donc ça peut aussi être dissuasif comme ça. Alors par contre, si quelqu'un d'autre les fait, bon après, je dis ça à chaque fois que je parle des croque-morts, mais il faut saboter les croque-morts. Parce qu'en gros, par contre, si quelqu'un craft les croque-morts, là, on devient une espèce de sac à points. Oui. Parce qu'on se dit, ok, il a tous ses guerriers au même endroit, j'y vais, je défonce. En plus, si je pète ses jardins, je peux faire 3 à 4 points. Voilà, donc ça devient pas mal. Alors, pour les lézards, avoir des cartes, c'est des actions. Donc les lézards, eux, ils adorent les cartes. Alors encore plus que les autres factions, ils veulent avoir le plus de cartes possible. Donc, toutes les cartes qui font piocher pendant le tour des autres ou au début de notre tour, c'est des actions en plus. Puisqu'on check la limite de cartes à la fin du tour. Donc dès que tu peux avoir 6 cartes ou plus, c'est top tier. Donc tu as plus d'actions, tu as moins de RNG aussi pour scorer, parce que tu as plus de chances, moins d'aléatoire. Donc ça atténue l'aléatoire. Et aussi, on peut avoir un meilleur contrôle des parias, puisque on pioche plus de cartes, on défausse plus de cartes, etc. Donc c'est quoi ces cartes ? Il y a la banque des terriers dans le deck de base, qui permet de piocher au début de son tour. Pareil, encore une carte lapin, donc lapin c'est cheaté. La bourse ou la vie, qui permet de piocher au début de son tour. Bon, par contre, ça donne un point à un adversaire. A priori, quelqu'un qui est devant nous. On est toujours dernier. Mais c'est un peu plus difficile à crafter, mais ça reste une bonne carte. Le collecteur d'impôts, c'est vachement bien.
qu'on n'a pas le droit de le crafter. On peut pas avoir les prérequis, c'est impossible. Il faut plusieurs couleurs. Mais les parias, ils sont toujours que d'une couleur. Ah bah oui. Dans toutes les cartes où il y a plusieurs couleurs de prérequis, bah, vous oubliez. Ouais. Le brocanteur du deck partisan, c'est à chaque fois que quelqu'un crafte une carte, crafte un objet, vous piochez. Oui. Mais non, c'est l'autre, c'est le maître orfèvre ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est vachement bien parce que si tu es avec des factions qui craftent beaucoup, bah, toi, ça va beaucoup te faire piocher. Alors, il y a toujours la charmante offensive, mais c'est pareil, ça fait gagner une carte au crépuscule. Bon, c'est toujours bien d'avoir une carte en plus, mais du coup, ça donne pas plus d'action parce que c'est un peu trop tard, mais au moins, ça permet d'avoir un peu plus de contrôle sur sa main. Et le vide-grenier également, qui fait pas piocher, mais qui permet de switcher des cartes. Alors là, parfois, ça peut sauver la vie parce que vraiment, tu as une carte bleue qui ne te sert à rien ou tu as une carte d'une couleur qui ne score pas, qui fait rien. Bah, sur un malentendu, tu pioches la bonne. Sur un malentendu, tu pioches la bonne. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Et après, il y a les cartes qui te permettent d'avoir un meilleur contrôle ou une meilleure défense. Donc, bah, les embuscades. Donc ça peut être une carte bleue qu'on garde en main, c'est l'embuscade bleue parce que ça nous permet vraiment de défendre nos jardins. Ou une embuscade de la couleur de notre jardin. Moi, je les révèle, je fais des actions avec. Alors, bah, la carte bleue, elle est perdue, mais les cartes de couleur... Ouais, mais tu es en train de montrer qu'il ne faut pas voilà. t'attaquer. Ah, mais non seulement j'ai 6 guerriers, mais en plus, j'ai une embuscade. Donc, voilà. Donc, pareil, les sapeurs et les armuriers du deck de base, qui sont des cartes de défense. Les armuriers, c'est cette carte qui annule un jet adverse. Et toi, tu fais quand même des dégâts. Ok. Donc pareil, si quelqu'un voit que tu as crafté les armuriers, il va se dire « Ok, il faut que j'aille chercher les jardins, ça va me prendre au moins une attaque de plus et je vais faire des pertes. » Qui sont vraiment obligés de s'investir. La directive erronée, donc qui permet de déplacer la moitié des troupes adverses. Bon, déjà, on n'aime pas se la prendre dans la gueule, ça, il faut la saboter. Mais si nous, on en a une, ça peut être pas mal pour prendre le contrôle d'une clairière. Parce que, alors, quand on veut poser des jardins de façon classique, sans conspiration, il faut quand même contrôler la clairière. Ouais. Ça peut être pas mal. Je vire la moitié des autres, et puis j'avais déjà quelques guerriers dessus que j'avais accumulés au fur et à mesure. Et là, hop, je fais un jardin et c'est bon, c'est à moi. Ça peut être pas mal. Voilà. Et puis les saboteurs, il faut vraiment crafter les saboteurs quand on est lézard. Pour le coup, comme c'est un joker à crafter, c'est un prérequis de joker, tu peux toujours la crafter. Toujours la crafter. C'est pas cher, c'est utile. Et il y a une petite technique en plus. En fait, c'est une carte. Comme on la défausse au début de son tour pour défausser une carte adverse, des fois, elle peut changer les parias. Et ça peut nous arranger. C'est-à-dire, s'il y avait une seule carte rouge en plus dans la défausse, ce serait paria AI. Toi, je te défausse ça avec mes saboteurs. D'ailleurs, par contre, tu ne choisis pas la carte que l'autre défausse. Si, c'est toi qui choisis ce que tu sabotes. Il y a une carte. En fait, les saboteurs, tu sabotes une carte qui est craftée. Il y a ça qui est crafté, qui est jaune, tu la sabotes, tu as une carte jaune. Et comme en fait, tu utilises le saboteur avant de vérifier les parias, oui. parce que c'est au tout début. D'ailleurs, c'était ça la clé du dernier puzzle. Ouais, dans un autre puzzle de Baptiste au tournoi de route, il y avait ça aussi, c'est utiliser les saboteurs pour changer les parias, faire une couleur qui t'arrange. Et en plus, c'était une carte qui était nulle à saboter, du coup, on a mis du temps à trouver ça. C'est vraiment juste pour la couleur, quoi. Parce que quand je dis qu'on a mis, parce qu'on se met à 4 ou 5 pour résoudre le puzzle. Petit tips. Voilà pour les cartes. Alors, pour les autres cartes qui s'appellent donc les plateaux, les maps. Oui. Les territoires, la carte des territoires. Globalement, partout, pour tous les trucs, c'est ce qu'on a dit grâce à la mise en place avancée, on essaie de viser les clairières où il y a plusieurs emplacements pour nos jardins. Donc la carte automne, on peut essayer de se cacher en haut. Dans les feuilles. Dans les lapins en bas. Alors, ou en bas, dans les renards, il y a des clairières qui sont un peu difficiles d'accès, qui sont un petit peu isolées. Qui est en bas à gauche. Avec seulement deux chemins. Là, c'est un peu pénible pour les autres d'y accéder. La carte hiver, c'est le haut de la map qui est comme ça. Ou là qui est vraiment isolé, il n'y a que 2 accès, et puis c'est très long une fois qu'on y est, il faut vraiment s'engager pour y aller, c'est un peu pénible. En plus, il y a des goulots d'étranglement de chaque côté, donc tu mets une petite montagne de lézards de chaque côté, ça te protège pas mal. Le lac, on peut bloquer le radeau avec un jardin, si on met puisqu'il faut contrôler la clairière où il y a le radeau pour l'emprunter et traverser le lac. Sinon, on met un jardin là où il y a Et en vrai, tu mets un jardin de chaque côté, tu fais un aller-retour chaque tour. Et après, alors... Quand tu peux. Ouais. Alors si les personnes contrôlent l'arrivée en face, ça marche plus, mais déjà c'est gênant de mettre le jardin. Et pareil, il y a des goulots d'étranglement sur le côté qui sont des passages obligatoires. Alors à voir si on y met des jardins, justement pour bloquer le passage, mais ça va aussi inciter les gens à nous taper parce qu'à un moment les gens vont avoir besoin d'y passer. Mais ça peut juste être là où je recrute plein d'acolytes. Et du coup,
je prends le contrôle de ces goulots d'étranglement juste avec mes guerriers, et à un moment, quelqu'un sera obligé de les taper pour passer, et donc ça me fera des acolytes. La montagne, On gagne. elle est plutôt pas mal. Tes cartes inutiles, plutôt que de recruter des guerriers nuls, Tu ouvres un parachage. tu ouvres les chemins, donc un point par chemin. Ça coûte des cartes, mais au moins ça fait des points de façon fiable, quoi. Et ces points, quand on est des lézards, il faut des points. Alors, la tour au milieu. Ça peut être tentant de se dire, je mets un jardin au milieu. On vient de taper. On vient de taper, mais tu vas sûrement perdre ton jardin. Ouais, mais est-ce que tu as besoin d'un jardin? Ça fait chier. Alors en fait, le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul emplacement. Et Tu peux mettre plein de guerriers, contrôler, faire ton point par tour, et on vient de taper pour éviter ça. Il n'y a que cette manière. mais tu vas pas tenir forcément un tour. Alors, il faut. Alors, Mais ça te fait des acolytes. Non, mais il ne faut pas mettre de bâtiment, c'est ça qui veut dire. Oui, il faut y mettre des acolytes pour la contrôler, c'est ça, effectivement. Et, et après, tu peux quand même mettre un jardin en fin de partie ou sanctifier, ou justement sanctifier quelqu'un qui est pour unifier son bâtiment, etc. Mais ouais, recruter plein de guerriers dessus pour en prendre le contrôle et obliger les autres à te taper. Et puis toi, et puis s'ils ne le font pas, ça te fait des points en plus et tu en as besoin. Donc ça, c'est pas mal. Donc la map montagne pour les lézards, ce qui est bien, c'est que quoi qu'il arrive, tu gagnes le point de fin de tour. Oui. Donc au pire, tu en gagnes 2. Oui, tu convertis. Et, voilà. Bon, après, quand même. Je ne sais pas si ça vaut le coup de perdre un jardin et une carte pour 2 points, mais ça peut. Voilà pour les plateaux. Alors, les match-up. La méta. Qui sont nos amis et nos ennemis. Alors, avec la marquise... Thématiquement, tout le monde sont nos amis. Ils ne se sont juste pas rendus compte encore. Ils ne se sont pas encore rendus compte que le grand dragon lézard accueille tout le monde. Et que tout le monde. La marquise, alors on s'entend plutôt bien avec les chats parce qu'en fait, bon, déjà ils n'ont pas assez d'action pour vraiment venir nous attaquer et nous déloger de nos jardins. J'ai jamais vu un chat. Ils sont un lézard. Et donc à moins que la situation soit désespérée, ils vont pas s'en prendre à nous. Mais en vrai, ce qui se passe, c'est qu'on va souvent bloquer leur chemin d'approche. On va souvent bloquer leur bois, mais pas au début de partie. Au début de partie, voilà, c'est avec le chat qu'il faut se mettre d'accord parce que souvent c'est ça. Souvent on se bat pour les mêmes clairières que le chat au début si on commence à côté. Donc il faut se dire, ok, tu veux mettre ta scierie là, tu as besoin de tel endroit pour le bois. On est 2 factions où on a besoin peut-être de plus de temps que les autres pour gagner. Donc mettons-nous d'accord. Mais après, c'est vrai qu'une fois qu'on a installé les jardins, c'est une plaie pour le chat. Ça coupe l'acheminement de son bois, donc lui il ne peut plus construire. En fin de partie, on peut sanctifier les scieries. Donc ça bloque complètement son moteur à lui. Et surtout, sur les scieries, ce qui est plus intéressant souvent, c'est en gros coup à la fin, c'est de convertir les guerriers du chat sur la scierie où il y a le bois qui s'empile et faire quelques combats. Du coup, c'est sans défense. Tu as viré tous les chats en les convertissant. Et là, tu peux faire une orgie de points. Parce que le bois aussi, ça fait des points. Le bois, ça fait des points. C'est des jetons. Ouais. Tout ce qui est en carton, c'est des points. Thématiquement, ça a du sens. Il faut faire attention à l'endroit où la marquise a mis son donjon. Alors déjà, je rappelle qu'on ne peut pas placer d'éléments là où la marquise a son donjon. Donc on ne peut pas convertir sur son donjon ou ce genre de choses. Et aussi, du coup, comme la marquise a une mécanique, la mécanique de l'hôpital où elle va défausser des cartes. L'hôpital de campagne. L'hôpital de campagne. Alors souvent, ce qu'on peut dire, c'est si son donjon est beaucoup attaqué, sur la fin, ça peut changer les parias de la couleur de ce donjon. Et j'ai une question, quand tu convertis ces guerriers, il peut utiliser l'hôpital de campagne? Non. Je crois que c'est en camp combat, ouais. C'est qu'en combat, d'accord. La réponse était non, mais je savais pas pourquoi. Ah oui, de tête, je sais pas, mais il me semble. Non, parce qu'ils sont convertis. Tu leur donnes une robe et c'est pour ça qu'ils sont habillés en jaune. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, ça a du sens. Voilà. C'est ça le thème. Tu ne les tues pas. Il n'y a pas besoin d'hôpital. La marquise peut défausser pas mal de cartes. Elle est vraiment intéressée quasiment que par les cartes bleues. Et au bout d'un moment, elle peut pas mal piocher. Donc, elle a une bonne influence sur les parias. Donc, mais une bonne influence ou une mauvaise. Ou une mauvaise influence. Mais du coup, elle peut un peu décider. La canopée, donc c'est toujours un peu pareil avec la canopée. On voit son décret, donc on peut un peu l'utiliser à notre avantage. On peut placer des guerriers près d'un oiseau qui a des combats. Puisque je sais que s'il est obligé de combattre en lapin et qu'il n'y a pas vraiment de cible plus qu'une autre, bon bah je mets des lézards en lapin. Ça coûte rien, c'est pratique. Voilà. On peut aussi tenter de provoquer des crises, alors en mouvement et surtout en construction grâce au jardin et surtout en recrutement. Ou en conversion. Oui, et là pour le coup, tu peux anticiper la couleur de tes parias si tu arrives à provoquer une crise.
Oui, tu peux compter les cartes dans le décret et te dire, ok, s'il fait une crise, il y a tellement de cartes de telle couleur qui sortent que les parias vont basculer. C'est compliqué parce que d'un coup, c'est 10 cartes d'un coup. Ah, mais justement. Il faut compter. Tu peux compter. Moi j'ai appris jusqu'à 8. Des fois, alors. C'est le nombre de doigts qu'il a. L'oiseau en construction, ça le fait chier parce que pour construire, il doit contrôler. Donc ça veut dire que vraiment, s'il a besoin de la clairière où il y a des lézards, il doit vraiment tuer tous les lézards et détruire le jardin. Donc ça peut être compliqué pour eux, ça peut les faire criser en construction. Et puis évidemment, ça peut les faire criser en recrutement. Donc ça c'est pareil avec la conversion. Si on voit qu'il doit recruter sur du nid rouge et qu'on sanctifie les nids rouges, il va criser en début de tour. Après c'est encore pareil. Si on se sacrifie entre guillemets pour faire criser l'oiseau, est-ce que la table, est-ce que le reste des joueurs nous compense? Ouais. Voilà, donc il vaut mieux essayer quand même de placer les jardins loin des perchoirs, parce que si ça joue charismatique ou si l'oiseau crise et puis qu'il part sur du combattant ou sur du charismatique, qui fait des dégâts supplémentaires, la canopée peut vraiment en fin de partie nous raser sans trop de problèmes, peu importe le nombre de guerriers qu'on a sur notre jardin. Alors le vagabond c'est un peu compliqué parce que le vagabond il n'est pas impacté par les jardins, il se déplace librement. C'est un athée. Et en plus, c'est pas un guerrier. Il est vraiment 100 fois Nilois, le vagabond. Exactement, 100 fois Nilois, c'est exactement la merde de tout ça. On peut pas vraiment le ralentir, c'est un peu compliqué parce qu'il faut une croisade au bon moment, au bon endroit, la conspiration pour attaquer. Et en plus, ça nous rapporte pas de points, donc vraiment. C'est eux de s'occuper du vagabond. Alors, en plus, donc pour un vagabond qui est très hostile et agressif, on est vraiment le sac à points. Parce que lui, pour chaque guerrier, avec les règles par défaut, pour chaque guerrier qui nous détruit, ça va lui faire un point. Donc nous, comme on a tendance à faire des gros amas de guerriers, il vaut mieux essayer de commencer loin des ruines du coup, parce qu'au début de la partie, lui, il va aller vers les ruines. Donc on peut essayer de dire, ok, il a commencé là, donc il va faire son petit tour. Donc quand il commencera à devenir très dangereux, il sera plutôt par là. Si je me mets par là au départ, bon, ça peut être comme ça. Surtout s'il a une arbalète et du café, si j'ai bien compris. Ouais. Et encore une arbalète, c'est pas le plus chiant pour les lézards, c'est vraiment juste les épées, parce que s'il te tape, il fait des points. Alors, le vagabond, il a une autre stratégie qui est très efficace quand il y a les lézards, c'est l'aide. En fait, il te donne des cartes, et lui, c'est une stratégie pacifique du vagabond. Il y a quelques vagabonds, ça marche très bien avec ça. Et donc, toi, tu es content au début parce que ça t'aide, on te file plein de cartes, donc tu as plein d'actions, mais le vagabond, lui, il va scorer beaucoup plus vite que toi. Donc au début, tu peux en profiter un peu, ça t'aide à setup, mais dès que le vagabond chope une épée, il faut essayer de le taper, parce que si lui te fait des pertes, même en défense, il deviendra hostile, et du coup, il n'aura plus le droit d'utiliser cette stratégie de l'aide. Et aussi, par rapport à l'aide, c'est quand il t'aide beaucoup, il peut contrôler tes mecs, il peut te les déplacer, enfin c'est tout un... Ouais, s'il arrive au max, tu as une piste en fait d'aide. S'il arrive tout au bout et qu'il devient allié avec toi, il peut, entre guillemets, contrôler tes guerriers. Et donc il peut vider tes jardins, revenir, les raser quand ils sont sans défense. Donc à un moment, s'il y a l'opportunité de faire une croisade sur le vagabond, il faut le faire parce qu'au final, vous serez perdant dans l'échange. L'alliance, donc on en a parlé dans notre match-up, dans notre vidéo sur l'alliance, mais c'est la destruction mutuelle. D'ailleurs, la vidéo la plus vue de la série. Hein. Ouais. Parce qu'on a dit de liker et de s'abonner. Ouais. D'ailleurs, likez et abonnez-vous. Et donnez-nous de l'argent. Donc nous, les lézards, on peut convertir les bases rebelles et on ignore complètement les combats, leur capacité de défense, de guérilla, etc. Et donc ça les fait bien chier. En plus, les autres joueurs, eux, ils sont ravis qu'on s'occupe du problème. Donc ils vont même nous aider pour une fois à avoir les bons parias. Tu veux quelle couleur de paria pour la base? Ah oui, ok, aucun problème. Et l'alliance aussi peut mettre de la sympathie sur nos jardins, qu'on peut difficilement sortir si on n'a pas les bons parias. Donc soit il faut les bons parias, soit il faut les cartes dont on a parlé qui ont des actions de combat. Sinon on peut pas la retirer, et s'ils révoltent sur nous, on perd des guerriers qui ne deviennent pas des acolytes, parce que c'est uniquement en combat. Donc on perd X actions de recrutement, on perd 2 jardins, donc on perd notre moteur de scoring. Perdre des jardins, ça nous fait perdre des cartes aléatoirement. Donc ce qu'il faut faire pour se défendre contre l'Alliance déjà, c'est assez rapidement autour de ces clairières où il y a les jardins, mettre la loi martiale. On essaye de mettre au moins 3 lézards. Là, du coup, quand on recrute ces lézards, on essaye de protéger ces jardins avec la loi martiale.
on ne sait pas où l'Alliance va commencer. Mais après, l'Alliance, elle essaye d'avoir une position plutôt centrale avec ses sympathies. Donc on se dit, bon, si je me mets sur des clairières un peu pourries en bord de map, elle va pas trop venir m'embêter au début. Ouais, c'est marrant, comment ça s'appelle, les lézards, ils veulent vraiment les carrières pourries, en vrai. C'est ça qui est bien. C'est là où c'est équilibré. Et voilà. Et puis, si on a des recrutements en plus, une fois qu'on a défendu ses bases et qu'on a mis le loi martial, ça peut être intéressant justement de faire tous ces recrutements sur les bases de l'Alliance. Puisqu'il va y avoir ce phénomène où au bout d'un moment, on va prendre le contrôle de la base et l'Alliance sera obligée de nous taper pour sortir. Et donc non seulement eux, ça va les ralentir, mais nous, ça nous fera des acolytes. Alors, les loutres. Les loutres, donc les deux factions ont été designées ensemble et ça se voit parce que c'est nos meilleurs amis, c'est les loutres. Nous, on est un culte religieux, donc le capitalisme, on adore. Et on va beaucoup aller acheter aux loutres. On a énormément de guerriers, donc les guerriers c'est l'argent pour les loutres. Et on en a tellement qu'on va probablement pas tout recruter, ou alors si on recrute tout, il y en a qui seront inutiles, donc autant les dépenser. Donc là, c'est pareil, il y a les loutres, on dit moi je suis les lézards, je vais acheter. Vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez pas feed les loutres, moi je préviens, moi je vais acheter. Et après, si vous achetez aussi, c'est de votre faute. Moi je suis les lézards. Je ne suis pas responsable, mais en général, à une table qui joue un peu méta, on va dire oui, bah, c'est vrai que les lézards ils vont acheter, c'est sûr. Donc si j'achète aussi, c'est chaud. Ça leur fait des actions en plus. Voilà, parce que voilà. Donc en contrepartie de ta fidélité auprès des loutres, tu peux négocier, il faut négocier un petit peu, des tarifs un peu plus faibles. Je t'ai acheté au tour d'avant. de fidélité. Je t'achète à tous les tours, tu peux quand même baisser tes prix. Parce que si vous leur filez 3 fonds à chaque tour, par contre, les loutres, elles vont gagner. Oui. Elles vont gagner avant vous. Voilà, demandez à récupérer vos guerriers. Bon, faut pas faire ça si on est la loutre, mais il faut demander. La compagnie, elle va se gaver. Alors, les guerriers lézards sont souvent un peu moins utiles pour la loutre, parce qu'en fait, comme on est lézard, on ne contrôle pas énormément de clairières, et une fois que la loutre a fait ses comptoirs, sur les endroits où on a nos jardins, il n'y en a pas forcément beaucoup d'autres où elle peut dépendre. Donc des fois, c'est un peu des ressources un peu mortes, mortes, entre guillemets. Moins utiles que d'autres. Du coup, elle fait de la spéculation avec. Les mercenaires, ça peut être un truc utile à acheter. Les mercenaires, c'est quoi? C'est on loue les loutres à un endroit et c'est comme si on contrôlait l'endroit. Ouais. Et donc ça peut être bien pour placer un jardin. J'achète les mercenaires, je contrôle, je mets un jardin et là je contrôle de façon permanente. Et après, il faut quand même recruter dessus pour le protéger. Oui, parce qu'elle va te taper. Elle va peut-être te taper. Mais ça peut être une astuce pour aller chercher une clairière intéressante qui est un peu loin, etc. Et sans avoir à faire de conspiration. Ouais. Alors, autre chose auquel il faut faire attention avec les loutres, c'est quand elles sortent de la rivière, elles sont plus vulnérables parce qu'elles perdent ce pouvoir où elles peuvent se déplacer librement sur la rivière. Et donc, par exemple, si on construit un jardin sur les loutres, elles vont être obligées de taper pour pouvoir sinon elles peuvent plus se déplacer en général. Voilà. Et pour ralentir les loutres, le plus efficace, c'est quand même de convertir leurs guerriers. Ouais. Alors encore une fois, attention à ne pas dépenser des acolytes de façon trop lâche, systématique. Mais les loutres sans guerriers sur le plateau, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour elles. Ils ne peuvent plus faire de dividendes. Voilà, mais si à un moment il faut ralentir les loutres, dites aux autres, ok, donnez-moi des acolytes, donnez-moi les bons parias et je remplace les loutres et voilà. Je vois ce que je peux faire. Un autre endroit où ça peut être pas mal de recruter avec les lézards, ça peut être sur les comptoirs des loutres. Là, ça peut avoir le coup d'avoir juste un lézard. Parce que le jour où la loutre part et où tu as la petite croisade, tu peux gratter un point sur le comptoir qu'elle a abandonné. Genre les loutres abandonnent leur comptoir, elles en ont pas besoin sur le plateau. Voir ça les arrange, mais voilà, nous aussi. Alors, le duché des taupes. Les taupes, elles nous détestent. Grosso modo, quand il y a moi personnellement, si je joue le duché, je ne construis aucun bâtiment. Et je pense que j'ai trop peur. Alors, il y a 2 strates avec les taupes. En fait, soit il y a une stratégie où les taupes font aucun bâtiment, qui est une stratégie qui marche, mais qui est un peu plus lente, mais toujours plus rapide que les lézards. La vulnérabilité de cette stratégie, c'est qu'elle a très peu de recrutement, et donc si on dépense quelques acolytes pour remplacer des taupes, ça va vraiment les ralentir. Et donc là, elle n'a pas de bâtiment, mais au lieu de se dire, elle n'a pas de bâtiment, je ne peux rien faire, convertissez des guerriers aux taupes, et vous allez voir que ça va vachement ralentir cette stratégie. Et du coup, la stratégie que je vois plus maintenant avec les taupes, c'est en fait, elles construisent des bâtiments, mais en fait, elles construisent que les bâtiments qui font piocher. Et en fait, elles piochent tellement
que c'est elle qui décide de la couleur des parias, et les taupes se débrouillent pour que ce soit jamais les bons parias. Et donc là, à vous de voir avec le reste de la table, les taupes c'est dangereux, c'est hyper dangereux, il faut faire quelque chose contre les taupes. On s'y met à 3, on arrive à mettre les bons parias, et on nique les bâtiments des taupes, et là, au moins ça les ralentit. D'accord, du coup on construit jamais en jaune et on fait toujours en sorte que ça parie à jaune, pardon. Quand on est les taupes, ouais, par exemple. pardon. Voilà. En fin de partie, les taupes, pareil, elles ont les actions pour venir chercher nos jardins et nous défoncer, donc voilà. Oui. Préparez votre défense ou mettez-vous loin des taupes. Alors, les corvidés, c'est un peu un mélange entre le pire de l'Alliance et le pire du vagabond en une seule faction. Mais Donc, après, quand ils gagnent, c'est que par chance, on a dit. mais ils sont très chiants, c'est juste qu'ils ne gagnent pas parce que leur scoring est prévisible. Donc déjà, ils ignorent les jardins, donc ils peuvent se déplacer comme ils veulent. Ils construisent pas de bâtiments, donc on ne peut pas leur sanctifier de trucs, de toute façon, voilà. On ne peut pas facilement retirer les complots qui sont sur les jardins, donc ils vont mettre sur nos jardins des trucs face cachée, donc des bombes, des pièges, etc. Donc ils vont nous taxer en cartes pour qu'on essaye de deviner ce que c'est, parce qu'a priori on ne peut pas les attaquer sauf si on a les bons parias, etc. Évidemment, on va dire, est-ce que c'est une bombe? Là, tu dis oui, et tu peux pas t'en faire. Bah, si tu me dis oui, tu gagnes quand même, tu la défausses. Ah oui, c'est vrai. Mais il va te dire non, parce qu'il n'a pas mis une bombe, mais tu es obligé de vérifier que c'est une bombe. Et pareil, donc si vraiment tu te prends une bombe, bah, c'est catastrophique, c'est comme une révolte, ça explose, ça détruit tous tes bâtiments. On peut essayer de négocier des deals avec les corvidés, qui sont aussi une faction très très faible, plus faible que les lézards encore probablement. Et donc on peut dire, écoute, on est deux factions, un peu, voilà, si tu veux, toi tu peux mettre des complots sur les jardins, sur mes jardins, je te promets, je retire pas tes complots, mais par contre tu mets pas de bombes. Donc tu fais ce que tu veux chez moi tant que c'est pas des bombes, et j'essaierai pas de te les virer, j'essaierai pas de te les deviner. Et du coup, ça va un peu protéger vos jardins, parce que les autres vont être obligés de gérer d'abord les corvidés. Donc ça peut être pas mal. Contre les rats, Le Seigneur des Sangs, pour ceux qui le suivent. Seigneur des Sangs, la horde sauvage des rats. Les lézards sont assez efficaces pour le coup. Oui, ça c'est normal. Les lézards mangent les rats. En fait, on peut pas mal les ralentir puisque le système de scoring des rats, c'est que en fait, plus ils contrôlent de clairières vides, plus ils marquent de points. Et en fait, en recrutant juste des lézards à la con un peu partout autour du rat, il est obligé de les taper s'il veut scorer. Donc sur les rats, il y a aussi donc convertir des guerriers, ça va encore plus le ralentir parce qu'en plus il perd des guerriers, puis bah, il va nous les taper pour pouvoir scorer, ça nous fait des acolytes. Alors on n'est pas forcément gagnant dans l'affaire, mais on le ralentit vraiment beaucoup. Le gros problème avec les rats, c'est toujours ces jetons full, qui est un peu comme la sympathie. Une fois qu'ils sont sur nos jardins, au tour d'après ils vont exploser, ils vont nous raser et on n'a pas de moyen direct pour interagir avec. Donc il faut essayer surtout de démarrer loin des rats. Mais les rats se déplacent beaucoup. Donc, voilà. Et puis ils se déplacent beaucoup. Alors surtout en fin de partie, ils ont beaucoup d'actions et beaucoup d'actions de combat, donc bon, ils viendront nous raser. c'est une infestation. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment les ralentir au début avec nos guerriers. Ouais, faut tuer les rats, faut tuer très rapidement le chef et Voilà. ça tue. Alors sachant qu'on n'a pas le droit de convertir le chef de guerre quand on est les lézards. La dernière faction, Ouais, juste. les gardiens de fer. Alors les blaireaux, ils détestent un peu les jardins parce qu'eux, ils ont besoin de contrôler pour récupérer des reliques. Enfin, ils ont besoin. Ils préfèrent contrôler pour récupérer des reliques, sinon c'est plus risqué. Et aussi, ils scorent de façon explosive également. Et donc, si on arrive à sanctifier, à sentir un peu le timing où ils vont exploser, et si on sanctifie au bon moment leur bâtiment et leurs guerriers au bon endroit, alors c'est une faction extrêmement complexe, les gardiens de fer, et souvent ils gagnent parce qu'en fait c'est trop compliqué d'essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Moi j'ai déjà joué plusieurs fois, j'ai toujours pas compris ce que je faisais. Mais Et tu gagnes? Non. moi j'ai gagné en ne comprenant pas Pourquoi tu ce que gagnais? je faisais. D'accord. Mais c'est une faction quand même très forte. Et surtout, en fait, comme elle est vraiment complexe, les autres n'ont pas l'énergie pour vraiment calculer ce qu'il faut faire pour te bloquer. Mais bref. Mais si vous y arrivez avec les lézards, vous pouvez vraiment ralentir les blaireaux en leur convertissant vraiment à des moments inopportuns quelques guerriers, quelques bâtiments, et ils ne pourront plus récupérer leurs reliques à un moment un peu critique où ils voulaient faire leur gros tour qui, pareil, va faire 15-20 points. Donc voilà, il faut être attentif au relais, aux bâtiments qu'ils vont construire, le type de reliques qu'ils essaient de récupérer. Une autre opportunité à saisir, alors donc les blaireaux récupèrent des reliques. S'ils ne les scorent pas tout de suite, ils se déplacent avec et ça leur donne des bonus en combat. Mais ce qu'on peut faire en tant que lézard, c'est on convertit les guerriers blaireaux et après on tape la relique
et en fait une relique vaut plus de points qu'un jeton normal. Enfin, il y a un D'accord. point bonus. Donc ça peut avoir le coup aussi de façon opportuniste. S'il y a une relique qui est un peu mal défendue, on convertit un ou deux blaireaux, on fait un combat et on gagne des points bonus. Je trouve que la phrase est fantastique. On convertit un ou deux blaireaux, on éclate une relique. On parle toujours de religion, hein, moi on convertit Ouais. des blaireaux. Voilà. Par contre, ils piochent énormément, donc pareil, ils vont avoir une très très grosse influence sur les parias, donc c'est pas cool d'être juste après eux. En gros, c'est dans une partie, t'as le duché, t'as eux, tu joues pas quoi. Enfin, tu joues. Enfin, tu joues ce que Bah, tu peux. quoi. Tu joues ce que eux ils veulent. Oui, en termes de parias, mais de toute façon, voilà. Donc c'est pour ça que c'est la faction casino, parce qu'en fait, c'est quand même quasiment toutes les configurations, tu n'as aucun contrôle sur les parias, tu peux pas faire grand-chose, à moins de négocier des scénarios spécifiques, donc il faut aussi être attentif à ça, de dire bah moi j'ai les outils pour gérer telle ou telle personne, mais aidez-moi avec les parias, aidez-moi avec mes acolytes, voilà, c'est assez important pour gagner. Et Mais toi, sinon, tu gagnes avec? ça peut m'arriver parce que c'est une faction du coup qu'on a tendance à beaucoup sous-estimer. Et Oui, en mais fait, il faut pas sous-estimer Sébastien. quand ça se passe bien, ça se passe très bien avec les lézards. Tu as vraiment des parties où tout roule, tu vois, tu arrives à prendre tes clairières tout de suite, tu pioches toujours les bonnes cartes, tu n'as pas de trou dans ton scoring, les parias c'est la bonne couleur, mais aussi tu as des parties catastrophiques où tu arrives à rien, où tu n'as jamais les bons parias, ou 2 tours à suivre, tu as 2 couleurs, tu scores en lapin et en renard, et tu scores que des souris et des bleus, 2 fois, et tu ne peux rien faire. Et là tu te dis, bah, j'ai perdu la partie sur la pioche et j'ai rien pu faire, tu vois, et ça arrive. Mais du coup, elle est aussi satisfaisante quand tu arrives à Voilà, faire mais des c'est trucs. vraiment un jeu, une fraction où il faut vraiment jouer à la table, sinon tu peux pas gagner. Ouais. Et puis il y a la satisfaction Vous jouez avec la table aussi. de bypasser un peu, de passer outre les règles du jeu et du combat, de dire ah ton bâtiment là, eh ben écoute, je le convertis, Oui. paf. T'as pas jeté les dés, ouais. Et ça c'est assez satisfaisant parce que tu sais, Ça fait une vraie vengeance. voilà, ouais, il y a vraiment le. Ce qui se passe, c'est que si tu perds, tu fais chier tout le monde, donc c'est cool aussi. Ah ouais, par contre, quand tu perds, Faut aimer faire chier le monde. il y a quelqu'un qui perd avec toi souvent. Ouais. C'est ça qui est. C'est ça qui est bien. Au moins, tu as cette Oui, et c'est un argument satisfaction-là. de négociation. Tu Oui, fais ça, bah, ouais. je vais perdre, tu vas perdre aussi. Je te le garantis. Je m'organise. Voilà. J'espère que vous avez été convertis. Voilà, Ouais. voilà. Allah Akbar. Et les jeux d'argent, c'est mal. Faites attention. Ouais. À bientôt. Ciao. Ciao. Il y a quelque chose qui m'échappe. Comment ça se fait que vous soyez encore en vie? J'ai l'impression que t'as fait une belle chute. La comète qu'on voit dans le ciel en ce moment passe au-dessus de la Terre environ tous les 6 ans et ouvre une porte. Et quand elle s'ouvre, il en sort un visiteur d'une galaxie lointaine. Le poète guerrier dans sa version science-fiction. L'homme de l'espace. Et il vient pour se battre contre toi. Le Jujitsu élu. S'il n'obtient pas ce qu'il veut, il reste ici et il anéantit tout. C'est ça, la règle imposée par Brax à ceux qui l'affrontent. Vous avez tous été choisis pour être des combattants Jujitsu. Mais tant que vous mourrez avec courage, personne d'autre ne sera tué. Il est cinglé, comme moi. Y a rien de glorieux à tuer un dingue. Je sais voler, moi aussi.